Pont-Neuf, magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Astrid von Büsekist, qui vient de publier avec Michael Walzer un livre d'entretien sous le titre « Penser la justice » chez Albin Michel. Astrid von Büsekist, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur de théorie politique à Sciences Po. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Raison politique. Votre dernier livre était un ouvrage original sur le thème du Hérouve, porte et mur des frontières en démocratie. Et là, c'est un livre d'entretien avec une figure intellectuelle très intéressante, Michael Walzer, figure de la gauche américaine, professeur de philosophie politique à Harvard et directeur de la rédaction de la revue Dissent, dont on peut dire d'ailleurs que c'est une revue juive de gauche. Vous-même, dans votre introduction, vous dites que pendant longtemps, dans l'esprit de Michael Walzer, judaïsme et socialisme étaient une façon de dire la même chose. C'est comme ça qu'il vivait les choses lui-même ? Oui, et je crois que c'était assez commun finalement dans la gauche anti-stalinienne new-yorkaise de l'après-guerre, où dans les familles juives, on était Front populaire, à la mode américaine bien sûr, on était socialiste, et la sollicitude dans le judaïsme et dans le socialisme pour autrui et le militantisme pour l'égalité se conjuguaient parfaitement. Est-ce que vous diriez que on pourrait rapprocher Walzer de Bernie Sanders ? C'est le même profil, c'est la même génération, je crois. Oui, c'est la même génération, c'est un profil tout à fait similaire, vous avez raison. Je crois que le Bernie Sanders d'aujourd'hui est sans doute plus proche de Walzer que le Bernie Sanders de la précédente campagne, où Walzer lui a reproché dans plusieurs textes de n'avoir pas de politique étrangère et que c'était un vrai manque dans la politique américaine après toutes les critiques que le gouvernement américain avait subies à cause précisément de sa politique étrangère. Il y a d'ailleurs une critique de Sanders qui est je veux dire, assez juste. Le problème de Bernie Sanders, vous dit Michael Walzer, dans ces meetings, il y a énormément de participants, mais beaucoup d'entre eux ne se sont jamais inscrits sur les listes et n'ont pas voté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'électorat de Bernie Sanders, qui était en tête au début. Il est légèrement, il a perdu son avance. Oui. On ne sait pas encore qui va être candidat finalement désigné par les démocrates. J'ai oublié la question que vous me posiez. Une des critiques qu'il fait sur Sanders, c'est qu'il n'attire pas le vote des jeunes. Absolument. Mais sympathie, oui. La sympathie, oui. Et je crois que pour le vote, ça a changé parce que les jeunes, depuis les diverses fusillades en particulier, se sont beaucoup mobilisés. Et lors des dernières élections, qui a envoyé à la Chambre des représentants des députés beaucoup plus divers, à la fois ethniquement, racialement, comme on dit aux États-Unis, mais aussi politiquement à gauche, je crois a changé un peu la donne. Donc je me soucie moins, disons, aujourd'hui, de l'inscription des jeunes sur les listes électorales. Il faut dire aussi que Michael Walzer, que moi j'ai rencontré une fois à New York, à l'époque il était assez proche de Hillary Clinton. Il l'est resté d'une certaine manière. Je crois qu'il est resté, mais je crois qu'Hillary Clinton a fait ses adieux, en tout cas dans l'esprit de ceux qui la soutenaient de la scène politique. Oui, il était proche d'elle. Aussi parce que c'était une femme et parce qu'il rêvait, c'est un féministe, c'est devenu un féministe, disons, Walzer. Et je crois qu'il rêvait d'une femme à la tête des États-Unis. C'était une des raisons, en dehors évidemment de son ancrage à gauche, libéral. Il rêvait d'une femme et il rêve toujours d'une femme. Et j'étais un peu étonnée qu'il ne soit pas plus supportif d'Elizabeth Warren, qui je crois elle aussi est hors course. Donc je dirais qu'il votera pour Sanders, mais je ne devrais pas m'exprimer à sa place.
En tout cas, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous resituez Walzer dans le contexte intellectuel, comment il a été marqué par les uns, par les autres, ses influences, ses références. Il faut dire qu'il est très francophile. La revue Dissent est assez francophile. C'est ce qui vous a un peu rapproché, j'imagine. C'est ce qui nous a rapprochés. Je crois que ce qui nous a rapprochés, c'est plutôt notre commune, sympathie pour la social-démocratie. Et effectivement, vous avez raison, retracer son parcours était important parce que c'est un homme qui a commencé en politique par Dissent, c'est-à-dire que Dissent, fondé par deux jeunes trotskistes anti-staliniens, l'avait envoyé dans le sud des États-Unis pour couvrir le tout début de la lutte pour les droits civiques. Et il découvre, en allant dans le sud, ce qu'est véritablement à la fois le militantisme et ce que peut être une politique égalitaire. Il y a aussi le fait que c'est pas du tout une gauche sectaire, c'est une gauche très ouverte, qu'on pourrait dire camusienne. D'ailleurs, vous lui faites dire qu'il aime beaucoup Camus. Il aime ce que dit Camus sur sa mère. J'aime la justice, mais ma mère avant tout. Et enfin, je sais pas comme ça, c'est pas aussi grossièrement qu'il l'a dit, mais enfin l'idée c'est celle-là. Et puis lui vous dit, il a introduit une sorte d'humanité dans le discours de gauche, souvent excessivement correct. Les positions idéologiquement correctes ne m'ont jamais plu. C'est vrai, il y a deux parties dans votre question. La première a trait à son calme en politique. Ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un homme qui aime le grand soir. Il préfère une politique incrémentale, par petits changements, ici et là. Ça lui sied davantage et il ne croit pas au grand bouleversement. Quant à Camus, c'est très important dans son parcours aussi, son amour pour Camus, qui l'oppose à Sartre. Et ce qu'il admire chez Camus, c'est à la fois son humanité, mais aussi son ancrage dans le lieu où il vit et auprès des gens auprès des gens. C'est-à-dire que Camus est un homme amoureux des siens, alors que Sartre renie les siens d'une certaine manière pour pouvoir s'exprimer politiquement. Il pense que la distance de la société dont on s'occupe est une vertu, alors que Camus pense que c'est au contraire la proximité avec la société dont on parle qui est une vertu. Donc il oppose ces deux figures dans la constellation intellectuelle qui est la sienne. Vous le faites parler de son livre, qui est le livre maître, enfin son œuvre maîtresse, c'est Guerre juste et injuste. Il a beaucoup réfléchi à cette notion de guerre juste et injuste. Et alors c'est intéressant parce qu'il dit que, par exemple, la guerre américaine contre le Vietnam était injuste, et celle que menait Israël contre l'Égypte, c'est-à-dire la guerre de 67, était à ses yeux juste. Alors, la guerre du Vietnam a été le déclencheur de ce livre qui est effectivement un classique et un best-seller qui date de 1977 et qui est un ouvrage très particulier. On aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots parce que c'est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage théorique. C'est un ouvrage qui commence par la guerre du Péloponnèse et le siège de Jérusalem, et qui se termine qui est parcouru par une théorie de la guerre juste. Et le problème ou le dilemme moral qu'a eu Walzer, mais qui est proche finalement du dilemme d'Aaron, n'est-ce pas, lorsqu'il a défendu la guerre de 6 jours, où Aaron a découvert en quelque manière son attachement à l'État d'Israël. Son dilemme était donc à la fois d'écrire contre la guerre du Vietnam, dont ils disent effectivement qu'elle était totalement injuste, et de défendre la guerre préemptive d'Israël en 67. Vous avez raison. Et donc, il raconte d'ailleurs une conférence qu'il a faite aux États-Unis. Et je cherche à... Oui, voilà. Et il parle de la guerre du Liban, celle de 2006, pas celle de 1982. Et il écrit ceci, la guerre était à mon sens une guerre injuste, entre autres,
parce que... non, pardon, il parle d'abord de la guerre d'Irak, et il dit que c'est une guerre injuste parce que nous avons envahi le pays, destitué un dictateur, changé de régime sans aucune idée de ce qui allait arriver après, avec un savoir très fruste sur le pays que nous envahissions et sur les forces sociales en présence. Et il ajoute, on ne peut pas se balader dans le monde en renversant des régimes dont on pense qu'ils sont brutaux ou vicieux. C'est une conférence qu'il fait sur le Liban, mais il évoque la guerre d'Irak et il écrit ces lignes que je viens de lire. La guerre d'Irak, pour lui, c'est une guerre totalement injustifiée. C'est une guerre injustifiée et l'élément le plus important dans ce que vous venez de lire, c'est le changement de régime. Il pense que la seule... Le fait d'une agression peut justifier une guerre, mais faire la guerre pour provoquer un changement de régime, même dans les meilleures intentions, c'est-à-dire pour rendre un régime démocratique, n'est pas une bonne raison pour faire la guerre. La seule exception qu'il voit à ceci, c'est l'Allemagne après 1945. Mais la guerre d'Irak, pour lui, est injuste et il plaide très éloquemment pour d'autres mesures qui auraient permis d'éviter la guerre, ce que Colin Powell a appelé les sanctions intelligentes, mais avec lesquelles il n'était pas tout à fait d'accord. Mais il y avait des sanctions intelligentes qu'on aurait pu opposer à l'Irak avant d'envahir le pays. Et nous connaissons les résultats de cette guerre. Et effectivement, un changement de régime sans soin de suite, si je puis dire, est une mauvaise raison pour aller en guerre. Il y a aussi ces lignes que j'aimerais bien vous voir commenter, parce qu'il fait souvent le rapprochement entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Les soldats américains estiment qu'Israël fait une guerre similaire à la leur, que l'armée israélienne rencontre le même type de problème. Et c'est vrai, les deux armées se comportent de la même manière, parfois bien et parfois moins bien. C'est absolument ce qu'il dit, et c'est dans le cadre de notre dialogue sur les guerres asymétriques et sur les guerres technologiques, c'est-à-dire assistées par drone. Et nous nous sommes interrogés sur le comportement des commandants dans des situations de danger extrême pour les leurs. Il s'en est dégagé deux idées. La première, celle de la nécessité absolue de protéger les civils, qui justement dans les guerres asymétriques sont souvent des boucliers et des cibles, quelquefois volontaires. Et la deuxième idée était de mettre en relief la différence entre le civil et le soldat. Au sens suivant, un soldat, ce n'est pas un civil en uniforme. Ce sont deux entités parfaitement différentes. Une guerre, c'est un collectif qui fait la guerre, un collectif responsable, et un civil appartient à une sphère totalement différente, qu'il faut protéger. Et il dit ceci aussi, ce que vous venez de citer, parce que les officiers américains comprennent très bien les dilemmes de l'armée israélienne. Les dilemmes de jeunes commandos, par exemple, qui vont dans les tunnels de Gaza et qui peuvent se retrouver piégés. Et c'est donc aussi une réflexion sur la meilleure manière d'agir lorsqu'on doit commander des jeunes gens qui peuvent paniquer, comme un commandant lui-même peut être saisi par la panique dans des situations de guerre asymétrique extrêmement dangereuses. Donc il y a ces trois éléments dans ce que vous avez lu. Oui, c'est une réflexion en général sur la guerre asymétrique et des exigences de cette guerre. Il a beaucoup réfléchi aussi sur les notions d'État, de souveraineté, de bonnes frontières. Et vous évoquez naturellement beaucoup avec lui la question du Proche-Orient. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui du deal du siècle, du plan Trump? Bon, encore une fois, je ne veux pas me substituer à lui, mais je dirais qu'il dirait d'abord que ce n'est pas le deal du siècle. Qu'il dirait d'abord cela. Il pense que la politique israélienne doit être analysée à travers deux prismes. Le premier est celui
du sionisme et de l'existence légitime de l'État d'Israël. Et le deuxième prisme, bon, ça c'est très classique, et le deuxième prisme est celui de l'action gouvernementale, celle de Netanyahou. Et il est plutôt un fervent opposant à Netanyahou pour de tas de bonnes raisons dont on pourra peut-être parler. Et il pense que la dérive a commencé avec la loi sur l'État-nation, dont il pense, comme Grossman et comme d'autres grands intellectuels israéliens, que c'est une... Donc une partie de l'opinion en Israël pense ça. Bien sûr. Incontestable. Bien sûr, je crois que même s'il le dit lui-même, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de conséquences légales. Non, on n'est plus dans l'ordre du symbolique. C'est absolument ça. Et je crois que Walzer est resté très très sur une position assez classique finalement, là aussi, qui est celle de la paix maintenant. Il plaide pour 2 États. Il pense que si on continue comme ça, il va y avoir un État, et ce n'est ni souhaitable pour les Israéliens ni pour les Palestiniens. Et puisque vous avez posé la question de l'État et de la nation, il pense aussi qu'un État est absolument nécessaire pour tous les peuples. Pour des raisons à la fois normatives, morales, mais aussi pour des raisons empiriques. Les peuples veulent un État. Les Palestiniens veulent un État, les Kurdes veulent un État, les Kosovars veulent un État, parce que seul l'État peut les protéger. L'État est la seule instance juridictionnelle qui peut protéger ses citoyens. Si nous n'avons pas d'État, comme dit Arendt, nous n'avons pas de droit à avoir des droits, parce que seul l'État peut servir de cette protection. Alors, on va en parler dans un instant, parce que vous avez traduit, ça figure pas dans votre livre, mais dans la revue Esprit, il y a un article très intéressant sur antisémitisme et antisionisme, et j'aimerais qu'on en dise un mot. Mais il est aussi beaucoup question de la Bible, de la manière dont c'est un homme de foi, c'est un homme religieux, donc il réfléchit beaucoup à ces questions-là. Il vous dit, je pense souvent que l'origine de la gauche se trouve dans les écrits des prophètes bibliques, et notamment dans Jérémie. Tout ce que vous avez à faire est de cesser de broyer les pauvres, de créer une société juste, d'arrêter d'adorer les idoles, de traiter la veuve et l'orphelin comme il se doit, de vous souvenir que vous avez été esclave en Égypte. Si vous faites tout cela, vous serez en sécurité dans votre pays pour toujours. Et il ajoute que c'est une posture classique de la gauche, et c'était celle de Bernie Sanders. On en revient à Bernie Sanders. Encore que Bernie Sanders est beaucoup moins cultivé sur le plan juif, selon mes connaissances, qui sont très minces en regard des vôtres. Vous avez vécu là-bas et vous connaissez tout cela beaucoup mieux que moi. Mais la citation que vous venez de lire est intéressante, parce c'est Jérémie, c'est pas Amos. En vérité, le prophète préféré de Walzer, c'est Amos, parce qu'Amos c'était le kibitzer de service, comme on dit en yiddish, c'est-à-dire celui qui se mêlait de tout, un peu comme Socrate, qui harcelait les gens dans la rue pour les rappeler à l'ordre, et qui rappelait les puissants surtout à l'ordre. C'était un prophète anti-domination, en quelque sorte. Et il ne suffit pas justement d'attendre. Ça correspond à une sorte de mentalité tournée vers l'intérieur et seulement vers le pays lui-même, en l'occurrence le pays des Hébreux, la terre des Hébreux. Quelque chose qui l'a rapproché avec le manque de politique internationale de Sanders. C'est ça le lien. Or, ce qu'il souhaite, c'est que justement la tradition, le regard vers l'intérieur et ce qui excède la tradition, c'est-à-dire le regard vers l'extérieur, dialogue. C'était ça aussi son idée dans sa relecture de la Bible avec les lunettes du théoricien politique. Alors, on va parler de cet article de la revue Esprit, mais encore un mot sur... il écrit, il vous dit, l'OLP a été, selon moi, le pire mouvement de libération nationale dans l'histoire des libérations nationales. Ses leaders étaient plus occupés par leur idéologie que par le bien-être de leur propre population. C'est une position quand même assez courageuse quand on professe des opinions de gauche.
Oui, mais il faut l'inscrire. Comme c'est son cas. Oui, comme c'est son cas, mais il faut inscrire ça aussi dans son histoire et dans l'histoire des mouvements palestiniens. Il n'y a pas seulement l'OLP, il y a aussi la position très idéologique du FPLP ou du Fatah, qu'il critique également, qui sont des partis d'abord marxistes. Dans un de ses livres qui s'appelle « Les paradoxes de la libération nationale », il explique très bien que les libérations exclusivement séculières, c'est-à-dire celles qui tournent le dos à la tradition et donc à la religion, et ça vaut pour les Palestiniens comme ça vaut pour les sionistes, est une mauvaise politique parce que il y a toujours un retour du religieux. Et le retour du religieux peut être aussi idéologique que les idéologies du grand soir. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sa prudence vis-à-vis des grandes idéologies, celles qui bousculent tout et celles qui ne sont pas inclusives ou intégratives. Et je reviens une deuxième fois à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire ce mariage désiré entre la tradition et la modernité lui paraît absolument essentiel. Oui, sa position est évidemment courageuse, mais il a raison. C'est-à-dire, il dit qu'aujourd'hui, la paix n'est désirée ni d'un côté ni de l'autre, mais que le principal fautif, malgré tout, dans les négociations de paix, c'était l'OLP. Je crois que les historiens s'accorderont là-dessus. Alors, l'article que vous avez traduit dans la revue Esprit, et qui porte sur antisionisme, antisémitisme et antisionisme, il rajoute dans sa réflexion l'anti-américanisme. Et ce qui me paraît une chose intéressante, c'est qu'il dit que dans l'anti-étatisme de Rosa Luxembourg, par exemple, ce qui le frappe, c'est son universalisme. Elle est contre tous les États. Et aujourd'hui, ce qui le frappe dans la gauche contemporaine, c'est que finalement, c'est circonscrit à l'État d'Israël. Tout le monde a droit à un État, mais pas à Israël. C'est ça, c'est exactement ce qu'il essaye de montrer. Il remonte assez loin dans l'histoire, il remonte même au-delà de Rosa Luxembourg, parce qu'il dit que la première forme d'antisémitisme, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, d'antisionisme, pardon, c'est un lapsus révélateur, est en vérité un antisionisme ultra-orthodoxe, c'est-à-dire il ne faut pas hâter la fin, le Messie s'en occupe. Ce n'est pas à nous de créer un État et de faire de la politique. Faire de la politique, c'est quelque chose qui est réservé aux gentils. Bon, c'est une parole presque biblique. Ensuite, il y a eu le mouvement des réformateurs allemands qui, eux, pensaient qu'il fallait se fondre dans la masse des citoyens et faire du judaïsme une religion seulement. Donc là aussi, antisionisme. Et la forme la plus contemporaine de l'antisionisme, dont il dit qu'elle frôle à de très nombreux endroits l'antisémitisme et qui double d'ailleurs aussi un anti-américanisme de la gauche contemporaine, est une version anti-étatiste, universaliste, qui est une position assez facile d'ailleurs, parce que dès lors qu'on dit que les Juifs sont cosmopolites, alors pourquoi auraient-ils besoin d'un État ? Donc on reproche finalement le stigmate aux sionistes, même ceux qui sont le plus à gauche. Alors on va arrêter là parce que il faut renvoyer les auditeurs à à la revue Esprit. C'est un article extrêmement intéressant dans la mesure où il fait la différence entre les premiers Juifs qui se sont affirmés antisionistes et puis l'antisionisme contemporain. Le questionnaire Pont-Neuf, alors vous connaissez la règle, êtes-vous ceci ou êtes-vous cela, et vous répondez d'une phrase, vous pouvez faire une phrase quand même, hein. Êtes-vous Astrid von Büsokist, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Tolstoï. Êtes-vous Sol Bello ou êtes-vous Philippe Roth? Oh, Roth. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo? Hugo. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Modigliani. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky? Ben Gourion. Vous pouvez dire un mot, hein, quand même. Ben Gourion pour son discours au Mapaï en 1947, qui est absolument magnifique. C'est un homme d'État
que j'aime beaucoup. Et il dit quoi dans ce discours ? C'est un discours intégrateur, justement. C'est un discours où il dit nous avons maintenant un État, il faut que nous intégrions tout le monde et que nous vivions en paix avec nos citoyens arabes. C'est un très beau discours. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide ? Maïmonide pour sa défense des civils, des combattants civils, des non-combattants civils pendant les guerres. Maïmonide, alors c'est un passage de Maïmonide que je ne connaissais pas. Vous pouvez élaborer ? Quand les villes étaient assiégées, Maïmonide est le seul à peu près dans la tradition qui avait prévu des routes, des échappatoires pour les civils, pour qu'ils ne soient pas victimes d'une guerre entre armées. Écoutez, c'est très intéressant. C'est le sujet de votre prochain livre. Peut-être. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook ? Facebook. Et comme vous écrivez beaucoup, je doute que vous ayez beaucoup de temps à perdre. Plutôt Facebook. Plutôt Facebook. Merci Astrid von Busekist. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit avec Michael Walzer, grande figure de la science politique américaine et directeur de la revue Dissent. C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel.